Je veux remercier M. Jean-François Huchet, président de l'INALCO, pour avoir accepté d'accueillir dans cet auditorium le colloque qui nous réunit, ainsi que la direction générale des services de l'INALCO. Je veux remercier l'ensemble des participantes et participants présents, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et personnels des ambassades, membres du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, membres du ministère de l'Intérieur, membres de la Commission du droit international des Nations unies, chercheurs et chercheuses, journalistes, étudiants et étudiantes. Bref, vous toutes et vous tous. Je veux rappeler que notre fondation a organisé 3 colloques sur la mer de Chine méridionale, car elle a conscience que dans une situation internationale déjà très préoccupante et troublée, cette région constitue un point de tension important et qui doit appeler des solutions politiques fondées sur le droit international et la concertation entre toutes les parties concernées. C'est d'ailleurs ce que nous avions rappelé en novembre 2017 au Parlement européen à Bruxelles, peu de temps après la décision rendue en juillet 2016 par la Cour permanente d'arbitrage de La Haye en faveur des Philippines au sujet des îles Spratly, décision qui, je le rappelle, n'est pas reconnue par la Chine. Dans le même temps, le code de conduite associant la Chine et les pays de l'ASEAN sur la mer de Chine méridionale, s'il a le mérite de rompre avec une tradition d'approche bilatérale peu propice à un règlement des différends, reste encore une promesse plus qu'une réalité. Ce sont ces 2 volets de l'action internationale que nous souhaitons aborder dans le premier débat. Où en est le droit et son application? Quels sont les développements du code de bonne conduite et que peut-on en attendre? Ces débats sont cruciaux dans un contexte international aux évolutions rapides, parfois imprévisibles, où les rivalités s'exacerbent, comme en témoignent les débats houleux de la conférence sur la sécurité de Munich entre la Chine et les États-Unis. La montée en puissance chinoise inquiète les États-Unis. Ces rivalités pourraient rapidement dégénérer sous le coup de la radicalisation des discours et de l'imprévisibilité croissante d'une politique américaine aux orientations incertaines et dangereuses pour la paix mondiale. Elle risque en outre, si ça n'est déjà le cas, de paralyser le multilatéralisme, les Nations unies et le droit international au profit des seuls rapports de puissance avec tout ce qu'ils charrient de risques d'affrontement et de guerre. Après l'échec de la stratégie américaine du pivot asiatique, se préfigure à l'évidence l'avènement d'une Asie post-américaine. En mer de Chine méridionale, depuis l'arbitrage, les relations entre la Chine et les Philippines, par exemple, se sont considérablement adoucies suite à l'arrivée au pouvoir du président Duterte, qui, après avoir soufflé le chaud et le froid, souhaite un rapprochement avec son voisin au détriment de l'alliance avec les États-Unis. L'annulation récente du pacte entre les armées philippines et états-uniennes pour l'organisation annuelle d'exercices militaires illustre ce revirement stratégique. La Chine poursuit le développement de sa puissance maritime à la faveur des avancées des nouvelles routes de la soie. Une tendance se généralise dans l'ensemble de la zone et se caractérise par la conciliation avec Pékin en échange de faveurs souvent associées au projet des nouvelles routes et aux investissements massifs qui l'accompagnent. Pour autant, les pays souverains, le Vietnam, la Thaïlande, l'Indonésie, font valoir leurs intérêts et freinent les ambitions de leurs voisins, dénonçant les incursions maritimes dans leurs eaux territoriales. Le climat se tend donc, comme avec tous les pays qui ont une présence navale dans la zone, y compris la France. En avril 2019, le passage d'une frégate française dans le détroit de Taïwan, alors que des navires français naviguent fréquemment dans la zone pour réaffirmer le primat du droit international et assurer la liberté de navigation, a été condamné par les autorités chinoises au point d'annuler la participation de la France aux 70 ans de la marine chinoise. Pour comprendre le jeu des acteurs dans cette région du monde, il est utile d'élargir la focale à l'espace plus vaste de l'Indo-Pacifique qui se militarise. C'est un autre sujet que nous souhaitons aborder dans ce colloque. La France ambitionne de prendre toute sa part en Indo-Pacifique, comme le montre l'intervention de Florence Parly,
ministre de la Défense au dernier Shangri-La Dialogue, ou encore le renforcement du partenariat stratégique et de la coopération militaire avec l'Australie, ou bien le renforcement des relations avec l'Inde. Quelles sont les ambitions de la France? Ses moyens, à l'heure où, après le Brexit, elle tente à être l'avant-garde des puissances européennes actives dans la région, le dernier débat permettra d'éclairer les intentions des acteurs dans cette vaste région. Notre colloque traitera également des questions environnementales et des ressources. Les besoins croissants de l'Asie sur les plans énergétiques, alimentaires ou encore dans le domaine des biens intermédiaires ou de consommation attirent les convoitises et les contentieux, alors que la dégradation rapide de l'environnement marin a des conséquences en chaîne sur les conditions de vie sur la Terre. La volonté des États de s'approprier les mers et de les territorialiser est étroitement liée à ces enjeux, car la souveraineté sur les zones économiques exclusives confère des droits particuliers garantis par la Convention des Nations unies pour le droit de la mer en matière d'exploration, d'exploitation des eaux, des fonds et du sous-sol. C'est aussi sur cette problématique essentielle pour notre avenir commun que nous souhaitons nous attarder, et ça, ce sera l'objet du second panel. Disons-le avec force, cette bataille pour les ressources ne peut occulter la dimension environnementale. La moitié des récifs coralliens des mers d'Asie du Sud est signalée comme fortement et très fortement menacée. Leur disparition ferait chuter de 80% les ressources alimentaires de la région et affecterait 100 à 150 millions de personnes. Ces chiffres vertigineux sont tirés de l'ouvrage de Nathalie Faux, intervenante au colloque, et Benoît de Tréglaudet, qui souligne les risques de conflit que générerait une telle situation de pénurie. Dans ce contexte, la notion de sécurité environnementale a émergé et constitue une perspective importante et urgente de coopération transnationale pour les ressources et l'environnement. En s'inspirant de la diplomatie de la coopération en Asie, qui a permis l'intégration régionale avec l'ASEAN, et sous l'impulsion des institutions internationales ou de grandes ONG, des voies peuvent être trouvées pour que l'environnement et la préservation des ressources priment sur les revendications territoriales. D'autres sources d'inspiration existent, à l'image du traité sur l'Antarctique, qui constitue un exemple unique au monde, certes, mais duquel des enseignements peuvent être tirés de gouvernance internationale d'une région dédiée à la paix, à la science et à la protection de l'environnement. Je vous remercie de votre attention et je vais maintenant appeler à la tribune pour notre première table ronde Patrice Jorlan, qui est ancien diplomate et qui est l'un des collaborateurs de notre fondation, et Madame Pascale Ricard, docteur en droit de l'Université Paris 1, chargée de recherche au CNRS, Université Aix-Marseille, au laboratoire qui doit s'appeler le CERIC. C'est bien ça. Merci de prendre place à la tribune.